Ma mère n'a pas appelé, n'a pas donné d'explication. Elle a juste envoyé un texto à Avery. S'il te plaît, ne viens pas. La famille veut un mariage sans drame. 10 secondes plus tard, ma sœur a aimé. Comme si elle approuvait l'idée que le meilleur moyen de maintenir la paix était de m'effacer. Je fixais leur message, dans un bureau silencieux, perché au-dessus de Seattle. Mon cœur battait la chamade et je répondais par le seul mot qui ne trahirait pas la profonde douleur que je ressentais. Ce même soir, tandis que ma sœur posait sous les guirlandes lumineuses des vignes, Forbes publiait une photo de moi, debout à côté du trophée de gouverneur. Et la véritable histoire ne faisait que commencer. Pour comprendre comment ce texto a pu avoir un sens pour ma famille, il faut remonter à Tacoma, dans ce petit restaurant au bord d'une route passante où mon enfance s'est déroulée entre l'odeur de friture et le doux bourdonnement de la fatigue. Mon père, Jacques, tenait l'établissement d'une main toujours chaleureuse, toujours en mouvement. Ma mère, Marian, travaillait de nuit aux soins intensifs et rentrait à la maison les yeux cernés, avec un besoin désespéré de silence. Le silence. Elle était comme l'oxygène qui nous protégeait. Et puis, il y avait Léna. Brillante, insouciante, la fille qui illuminait chaque pièce simplement en acquiesçant à tout ce que les autres attendaient d'elle. Si ma mère respirait le silence, Léna respirait la facilité. Elle correspondait parfaitement à l'idéal de paix dont ma mère rêvait. Calme, jolie, simple. J'étais tout le contraire, curieuse, directe, intense. Apparemment, l'enfant qui posait des questions, qui voulait comprendre les systèmes et leurs conséquences, qui ne pouvait pas faire semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. À table, chaque fois que j'évoquais un sujet sérieux concernant mes devoirs, le visage de ma mère se crispait et elle disait « Restons légers, Avery ». Elle le disait doucement, mais ça me blessait quand même. Léna intervenait alors avec une remarque joyeuse, et le soulagement sur le visage de ma mère était comme une porte qui se refermait doucement entre nous. Ce n'était pas qu'elle ne m'aimait pas. C'est que m'aimer demandait des efforts, contrairement à Léna. Avec le temps, les rôles se sont durcis. Léna est devenue la facile. Je suis devenue le fardeau. Personne ne le disait à voix haute. Ce n'était pas nécessaire. Le travail était devenu le seul endroit où mon intensité n'était pas un défaut. Caleb, mon cofondateur, celui qui est comme un frère pour moi, comprenait que mon esprit bouillonnait d'idées, toujours en ébullition. Sarah appelait ça une concentration intense et palpitante. À Seattle, mon ambition n'était pas excessive. Elle était juste comme il faut. Mais chaque fois que je rentrais chez moi, l'atmosphère changeait. Ma mère baissait la voix. Mon père évitait les conflits comme la peste. Et Léna, elle, semblait flotter, polie et approuvée par tous. Quand elle s'est fiancée à Eric, les préparatifs du mariage sont devenus une véritable mise en scène. Léna essayait de mener la danse, mais Hélène, sa future belle-mère, tenait les rênes. Chaque détail devait être élégant, maîtrisé, discret, surtout discret. Alors, quand mon nom a été mentionné, même légèrement, même innocemment, je l'ai vu. La lueur d'anxiété dans les yeux de ma mère, la supplique silencieuse. Ne fais pas de vagues, ne perturbe pas l'image, ne sois pas toi-même. Et j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû comprendre que dans une histoire où tout repose sur la préservation de l'harmonie, quelqu'un comme moi serait toujours la première chose qu'on supprimerait. Les mois précédant le mariage de Léna m'ont donné l'impression de voir une personne que j'aimais disparaître lentement derrière des couches de mousseline et d'attente. À chaque fois qu'elle appelait, sa voix semblait plus faible, comme répétée, modelée par d'autres. Hélène avait un avis sur tout, des arches fleuries à la posture de Léna, et ma sœur l'absorbait comme un commandement. Ella trouve que les boucles souples font désordonner sur les photos de vigne, a dit Léna un jour en enroulant une mèche de cheveux entre ses doigts. J'ai marqué une pause. Et toi, tu aimes les boucles souples. Son silence en disait long. Pendant ce temps, mon rôle dans le mariage diminuait de semaine en semaine. D'abord, je n'étais pas sur les photos. Ensuite, mon discours a été supprimé. Puis, toute mention de mon travail était déconseillée car, comme disait Léna, c'est juste trop lourd, Avery. Tu sais comment maman est. Je le savais. Je le savais depuis l'enfance. Chaque fois que je laissais transparaître mes émotions, mon enthousiasme, ma frustration, mes convictions, ma mère trouvait que c'était excessif. Quand Léna traversait la vie avec un sourire radieux, tout était parfait. Mais un nouveau malaise grandissait sous cette vieille blessure. Tout a commencé l'après-midi où ma famille est venue à Seattle pour finaliser les préparatifs du mariage.
Nous étions assis dans un petit restaurant près de mon bureau. À peine installée, Léna s'est penchée vers moi avec un sourire forcé. Dis, juste pour le dîner de répétition, tu pourrais parler de choses légères, a-t-elle chuchoté. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de grave sur le climat, les chaînes d'approvisionnement, ou tu sais. Elle a hésité. Intensité. Intensité. Le même mot que ma mère utilisait pour décrire les tempêtes aux informations. Avant que je puisse répondre, Marian s'est glissée dans la conversation avec un regard doux et suppliant. Ta sœur veut juste passer une soirée tranquille. Ces événements comptent pour elle. Mes mots ont résonné comme un verdict. Ma voix menaçait la paix. Je l'ai ravalé, comme j'avais appris à le faire. Mais Caleb, assis à côté de moi, a vu mes épaules se tendre. Plus tard, devant le restaurant, il a murmuré « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» Normal ou pas, c'était familier. Le déclic s'est produit une semaine plus tard, lors d'un appel avec mes parents. Je leur avais parlé d'un nouveau contrat que ma start-up était en train de négocier, un contrat qui allait étendre notre influence à tout l'État. Mon père m'a chaleureusement félicité, mais ma mère m'a interrompu aussitôt. Ma chérie, nous sommes vraiment heureux pour toi, mais peut-être vaut-il mieux garder le travail pour plus tard. Le stress du mariage est déjà assez intense comme ça. Voilà, encore une fois. Cette demande de me faire plus discrète, plus silencieuse, plus facile à vivre. J'ai raccroché, avec un sentiment étrange de vide. Et dans ce vide, quelque chose a enfin changé. Ce n'était pas encore de la colère. C'était une prise de conscience, une vérité calme et constante qui remontait en moi. Je n'étais pas une tempête. Je n'étais pas le problème. Mais ma famille avait bâti sa tranquillité sur la conviction que je l'étais. Et rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qu'il ferait pour protéger cette illusion. Car le message suivant de ma mère allait anéantir le peu de paix qui subsistait entre nous. Il est arrivé un mardi, un jour ordinaire, sans histoire, le genre de jour où personne ne s'attend à ce que sa famille redéfinisse les règles de l'appartenance. J'étais dans mon bureau à Seattle, en train de revoir des projections avec Sarah, quand mon téléphone s'est illuminé. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je voie l'expéditeur, ma mère. L'aperçu m'a suffi à me nouer l'estomac. Avery, s'il te plaît, ne viens pas. La famille veut un mariage sans drame. Pendant une seconde, j'ai sincèrement cru à une erreur. Un brouillon envoyé trop tôt. Un message destiné à quelqu'un d'autre. Mais une deuxième notification est apparue en dessous. Léna avait aimé le message. Un petit pouce bleu levé, mais le choc a été brutal. J'ai senti mon souffle me quitter d'un coup, dans une humiliation profonde. Sarah parlait encore, sa voix n'étant plus qu'un murmure lointain, mais le reste du monde s'est estompé. J'ai fixé mon téléphone comme s'il était devenu radioactif. Pas d'invitation, pas d'inquiétude, même pas une conversation, juste une intervention chirurgicale. Nette, efficace, définitive. Mon pouce a plané au-dessus du clavier bien trop longtemps. J'aurais pu dire 100 choses, des questions, de la colère, des supplications, des explications, mais chaque option sonnait comme une mendicité, et j'en avais assez fait. Alors, j'ai tapé le seul mot qui m'a empêché de craquer. Compris. Et au moment d'envoyer, quelque chose de silencieux en moi s'est fissuré, puis s'est apaisé. Non pas par défaite, mais par lucidité. Ce n'était pas le moment de perdre ma famille. C'était le moment où j'ai réalisé qu'il ne m'avait jamais vraiment fait de place. Je suis sortie sur le balcon du bureau, l'air frais et vif de Seattle sur ma peau. Caleb m'a trouvé quelques minutes plus tard, l'inquiétude se lisant sur son visage. Ça va. Je lui ai tendu mon téléphone. Il a lu une fois, puis une autre, plus lentement, avec plus de colère. Ils t'ont désinvité du mariage de ta sœur. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas encore, mais il a murmuré ce que je n'arrivais pas à dire. Tu n'as rien fait de mal. Ces mots ont libéré une tension en moi que je retenais depuis des années sans le savoir. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai ressorti l'échantillon de tissu vert foncé qu'Amara m'avait montré lors de notre premier essayage. Elle l'avait appliqué contre ma peau et m'avait dit « La puissance te va bien ». J'avais ri alors, incertaine. Mais maintenant, sous le poids de ces mots, la vérité résonnait différemment. Je n'étais pas dramatique. Je n'étais pas dangereuse. Je ne représentais pas une menace pour leur tranquillité.
Je refusais simplement de disparaître. Alors, j'ai pris une décision à la fois terrifiante et libératrice. Je ne leur parlerai pas de la remise des prix. Ni de la nomination, ni du gouverneur, ni de la scène, ni du moment où mon travail serait enfin révélé. Si ma présence menaçait leur conception de la paix, alors mon absence serait volontaire. Et pour une fois, mon silence m'appartiendrait, pas à eux. La nuit de la remise des prix est arrivée, chargée d'une énergie palpable, comme une vibration sous-jacente. Seattle était chaude pour un été. Le ciel s'étendait d'un bleu profond et infini. En sortant de la voiture devant le Capitole, les marches de marbre scintillaient sous les projecteurs et les personnes en tenue de soirée se dirigeaient vers l'entrée par vagues successives. Caleb laissa échapper un sifflement discret en me voyant. Sacré Avery! Cette robe était faite pour déclencher des révolutions. C'était la robe vert forêt profonde dessinée par Amara. Structurée, imposante, le genre de robe qui me donnait de l'allure sans même que j'y pense. À l'intérieur de la rotonde régnait une sophistication discrète. Les photographes se déplaçaient comme des ombres, immortalisant les nominés à leur arrivée. Je me sentais étrangement calme, ancré par quelque chose de plus lourd que la simple nervosité. Le sentiment que, pour la première fois de ma vie, j'allais entrer dans une pièce où j'étais pleinement visible. La gouverneure Aïe m'a trouvé avant le début de la cérémonie. « Votre travail a transformé cet état », dit-elle avec un sourire chaleureux et serein. « Ce soir, nous le célébrons. » Je l'ai remercié, mais ce que je voulais vraiment lui dire, c'était « Ce soir, c'est la première fois que je n'ai pas à m'excuser d'être là. » Lorsque la cérémonie commença enfin, un silence recueilli s'installa dans la foule tandis que les lauréats étaient appelés un à un. Mon cœur se calma, retrouvant un rythme régulier et serein. Puis vint notre prochaine lauréate, Avery, PDG et cofondatrice d'une start-up d'IA spécialisée dans la logistique qui améliore l'efficacité du fret dans tout l'État de Washington. Applaudissements. Lumière vive. Une allée s'ouvrit. Je m'avançai vers la scène, la traîne de ma robe effleurant le marbre. La gouverneure m'attendait au centre, le trophée à la main, ses bords de verre captant la lumière dorée. Elle sourit à mon approche. « La voilà », dit-elle, sa voix résonnant dans toute la salle. La gouverneure me tendait le trophée. La salle explosa d'applaudissements, une ovation chaleureuse et profonde qui emplit la coupole. Je sentis le poids du trophée entre mes mains. Un ancrage frais et solide. À cet instant, quelque chose en moi s'est enfin harmonisé. Je n'étais pas de trop. Je n'étais pas une perturbation. Je n'étais pas le problème. J'étais exactement à ma place. Après les photos, les félicitations, les discours qui se sont enchaînés dans un tourbillon de gratitude et d'incrédulité, Caleb m'a donné un coup de coude. « Il faut que tu vois ça », a-t-il dit en me tendant son téléphone. Une notification de Forbes s'est affichée sur l'écran. Titre: Un PDG de moins de 30 ans révolutionne la logistique de l'État. En dessous, une photo de moi et de la gouverneure Aïe, le trophée entre nous. Ce soir-là, pendant son mariage, Forbes a publié une photo de moi recevant le prix du PDG de moins de 30 ans. Caleb l'a lu à voix haute, incrédule. J'ai eu le souffle coupé, non pas de fierté, mais en réalisant ce que cela signifiait. Quelque part en Californie, sous une lumière tamisée et au milieu de compositions florales raffinées, les invités du mariage de Lena faisaient défiler leur fil d'actualité et me voyaient. Pendant ce temps, au vignoble, le mariage de Lena resplendissait comme une page de magazine. Tables éclairées à la bougie, linge de table importé, musiciens jouant des cordes en sourdine. Hélène, impeccable dans sa robe de soie champagne, flottait parmi les invités avec un sourire permanent. Elle avait orchestré la soirée comme une exposition. Pas d'imprévu, pas de surprise, jusqu'à ce que la surprise arrive. Les téléphones se mirent à sonner dans toute la salle de réception. Des chuchotements parcoururent l'assemblée. Un sénateur se pencha vers Marion et lui montra l'article de Forbes. « N'est-ce pas votre fille? Quel exploit extraordinaire !» Le sourire de Marion se figea. « Oh, oui. C'est Avery. Où est-elle? J'aimerais la féliciter. » La question tomba comme une pierre jetée dans l'eau calme. Les invités à proximité se retournèrent. Hélène avait entendu la conversation. Lena se raidit. Et soudain, la personne qu'ils avaient le plus cherché à faire oublier était celle dont tout le monde voulait prononcer le nom à voix haute. Lena s'excusa auprès des photographes,
serrant son bouquet trop fort. Elle se réfugia dans un coin de la cour, essayant de calmer sa respiration tandis que les murmures s'amplifiaient. Son téléphone vibrait sans cesse. Des membres de la famille lui envoyaient le lien de Forbes. Des amis la mentionnaient dans les commentaires. Une demoiselle d'honneur murmura « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que ta sœur recevait un prix ce soir ?» Et Marion, ma mère, fut contrainte de répéter le mensonge qu'elle et Léna avaient concocté plus tôt. Elle est malade. Elle ne pouvait pas voyager. Un invité désigna le trophée que je tenais à la main. Elle n'a pas l'air malade. Lorsque la cérémonie à Seattle prit enfin fin, je quittai discrètement le bâtiment avec Caleb et Sarah. La nuit était fraîche et embaumait le cèdre. Mon trophée me semblait plus lourd à présent, non pas par son poids, mais par sa signification. Mon téléphone vibra avant même que j'atteigne la voiture. Léna appelait. Je laissai sonner une fois, 2 fois. Puis je répondis. Sa voix était empreinte de panique. Avery, tout le monde parle de toi. Je m'appuyai contre la portière, d'un calme inhabituel. Je sais que tu as éclipsé tout le mariage, lança-t-elle sèchement. Léna, dis-je doucement, je n'ai rien publié. Je n'ai appelé personne. Je ne t'ai même pas dit où j'étais ce soir. Elle hésita, le souffle court. Eh bien, tu devrais te faciliter la tâche pour ton propre mariage. Oui, s'exclama-t-elle. Tout était prévu pour être parfait. Et maintenant les invités pensent qu'on t'a caché. Un silence pesant s'installa entre nous, aussi tranchant que du verre brisé. Tu m'as caché, finis-je par dire. Tu aimes le message de maman. Tu as convenu que je ne devais pas être là. C'était ta décision. C'était pour préserver la paix, murmura-t-elle. Non, dis-je, c'était pour contrôler le récit. Ton récit. Le récit de maman. Le récit d'Hélène, pas le mien. Sa voix se brisa. As-tu la moindre idée de ce que ça fait d'entendre les gens demander pourquoi ta propre sœur n'est pas à ton mariage? Je fermai les yeux. As-tu la moindre idée de ce que ça fait d'être désinvitée? Elle ne répondit pas. Pour la première fois de sa vie, Léna était à court de mots. Avery, dit-elle enfin, d'une voix faible et tremblante. Tout s'écroule. Non, murmurai-je en contemplant l'horizon sombre de Seattle. Tout est enfin mis en lumière. Elle inspira profondément, et je sus qu'elle le sentait aussi. Ce changement que ni l'une ni l'autre ne pouvions inverser. Tu as choisi une forme de paix qui exigeait ma disparition. Et ce soir, j'ai dit, le monde t'a rappelé que j'existe. Il n'y avait aucune colère dans ma voix, juste la vérité. Et la vérité, ma famille ne l'avait jamais apprise. Dans le calme qui suivit la cérémonie, le monde autour de moi s'apaisa, mais pas ma famille. L'éclat du mariage s'estompa rapidement. Des questions persistaient. Les invités parlaient, les photos circulaient, et l'histoire qu'il s'efforçait de préserver était désormais fissurée en son cœur. Léna appela une fois de plus, non pas en colère cette fois, juste fatiguée. Tout me paraît lourd maintenant, murmura-t-elle. Pour la première fois, je ne me suis pas empressée de la soulager. Peut-être que ça l'a toujours été, dis-je doucement. Tu n'avais simplement pas le droit de l'admettre. Pendant ce temps, Marion ne donna pas de nouvelles pendant près d'1 semaine. Quand elle le fit enfin, elle débarqua à Seattle sans prévenir. Elle semblait plus petite, non pas physiquement, mais dans sa certitude, comme si le fossé entre celle qu'elle pensait être et celle qu'elle était devenue l'avait enfin rattrapée. « Je n'ai pas compris, dit-elle doucement. Je croyais que maintenir la paix signifiait se taire. Cela signifiait me faire taire, ai-je répondu. Pas cruel, juste honnête. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais cette fois, elle n'a pas détourné le regard. J'essaie, a-t-elle dit. Et pour une fois, je l'ai cru. Non pas parce qu'elle avait prononcé ces mots, mais parce qu'elle ne s'était pas justifiée. Quant à Léna, des fissures commençaient à apparaître dans sa nouvelle vie parfaite. L'emprise d'Hélène se resserrait, au lieu de s'adoucir. Éric s'impatientait face à l'incertitude de Léna. Et pour la première fois, ma sœur a admis qu'elle ne se reconnaissait plus. Un après-midi, elle m'a envoyé un texto. Je crois que je comprends maintenant ce que ça fait d'être modelée à ma façon. J'ai longuement fixé le message, puis j'ai répondu. Quand tu seras prête à être toi-même, je serai là, mais je ne me ferai plus toute petite pour te laisser de la place.
Seattle continuait de tourner autour de moi. Réunion, nouveau contrat, longue nuit au bureau. Mais quelque chose en moi s'était enfin apaisé. Je ne luttais plus pour trouver ma place. J'y étais déjà. Avec le recul, ce message ne m'a pas brisé. Il a révélé une vérité que l'on m'avait appris à ignorer. Je n'ai jamais été la source des drames. J'étais simplement celle qui refusait de disparaître. Et si on vous a déjà dit que vous en faisiez trop simplement parce que vous êtes honnête, écoutez-moi bien. Vous ne devez à personne de vous effacer pour préserver sa tranquillité. Si ce témoignage vous parle, partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite.